d'abord, au nom de l'association des pneumologues privés de Casablanca, la PPC, donc, je vous souhaite la bienvenue dans la journée scientifique annuelle, qui cette année, comme thématique, on a pris comme thème, c'est le cancer bronchique, avec toutes ces problématiques qu'il pose aux pratiques régulières, autant que aussi bien pneumologues que radiologues, que les autres spécialités, en particulier les chirurgiens thoraciques, les oncologues. Donc, sans tarder, cet atelier est dédié à l'échographie thoracique et la pathologie maligne. Pour ceux qui est prévu dans le programme, s'excuse pour des problèmes de santé, n'a pas pu être parmi nous, mais on est donc soigné par son équipe, professeur professeur agrégé de radiologie et professeur Agnès, professeur assistant, qui vont animer cet atelier. Donc, à vous la parole. C'est un atelier qui est prévu donc de 9h en principe jusqu'à 10h30. On va essayer que ce soit un atelier interactif pour faire profiter tout le monde. Voilà. À vous la parole. Merci énormément, merci beaucoup. Très honoré d'être ici parmi vous, parmi mes collègues de pneumologues, pour cette journée scientifique annuelle de l'association des pneumologues privés de Casablanca. Et comme vous le savez tous, la radiologie est un carrefour presque de passage obligatoire pour presque toutes les pathologies, et encore plus lorsqu'on est devant un cas d'oncologie. Et actuellement, on l'avoue, l'échographie n'est plus un examen qui est réalisé uniquement par les radiologues. Non, on commence à voir les non-radiologues prendre la sonde et réaliser l'examen d'échographie. Alors, autant être bien formé, avoir des notions de base pour comprendre ce qu'on voit sur l'écran et pour ainsi savoir faire la différence entre normal et pathologique. Pour l'échographie thoracique, dans le cadre de la pathologie maligne, c'est vraiment, ça touche énormément de volets en pathologie tumorale, mais aujourd'hui, on va surtout se baser sur la plèvre, sur les épanchements pleuraux. L'apport de l'échographie pour faire le diagnostic, pour faire suspecter la malignité et même pour la réalisation de prélèvements permettant ainsi de confirmer les diagnostics déjà suspectés sur l'imagerie initiale. Et pour cela, ça va être, j'espère que ça va être interactif. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure qu'on est en train de faire la présentation. Et on aurait aimé avoir un échographe, prendre la sonde, c'est l'idéal, mais c'est vraiment difficile puisqu'on est en train de parler d'une, pas d'échographie normale, mais échographie pathologique, c'est-à-dire pour avoir le patient, prendre la sonde et réaliser l'examen, c'est un peu plus difficile. Donc on va essayer de vous mettre des séquences vidéo sur lesquelles on va essayer de vous montrer les signes, la sémiologie et en quelque sorte les éléments clés permettant de faire le diagnostic et de faciliter pour vous la réalisation d'une échographie thoracique, chose qui n'est pas facile au tout début. Ça nécessite quand même une courbe d'apprentissage. Donc si vous avez un échographe, n'hésitez pas à prendre la sonde et à balayer tout patient, même les patients qui sont pas pathologiques. Voilà, je ne vais pas dire patients, même ceux qui ne présentent pas une pathologie, vraiment un épanchement ou autre, n'hésitez pas à prendre la sonde, à balayer, parce que déjà le fait de mémoriser le normal, ça vous permet de tiquer et faire diagnostiquer le pathologique. Dès que je mémorise les images normales, une fois que je tombe sur quelque chose de pathologique, je me dis non, ça c'est inhabituel, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est comme ça qu'on commence à apprendre et à faire des diagnostics des anomalies sur l'échographie. C'est quelque chose qui nécessite de la pratique. Donc la présentation va être présentée par mon collègue Anas Orji, et au fur et à mesure on va essayer d'intervenir et de vous expliquer à deux, Inch'Allah. Merci Oussada, merci honorable présence. Merci de nous avoir associés à cet événement pour pouvoir faire un petit plaidoyer de l'usage de l'échographie thoracique en pratique quotidienne chez le pneumologue. C'est un outil qui est, comme a dit mon maître, très riche sémiologiquement,
quasi indolent, non irradiant, et qui peut s'appliquer à une grande diversité de pathologies pulmonaires. Donc, comme on l'a dit, l'échographie est très accessible et de plus en plus démocratisée en termes de prix. Elle est peu coûteuse dans sa réalisation en termes d'économie pour chaque examen. Elle est non irradiante. Et puis, il y a l'avantage, un très grand avantage, c'est qu'elle est dynamique, c'est-à-dire qu'on a une image en temps réel. Et ça, on va le voir, ça va nous permettre de faire des guidages lors de gestes, de suivre le mouvement d'une aiguille de ponction, d'une aiguille de biopsie. Elle est aussi déplaçable dans un contexte ou dans une configuration hospitalière, c'est-à-dire qu'on peut donc la mobiliser au lit du patient. D'une autre part, la pathologie néoplasique, en général et pleurale, est de plus en plus fréquente et grave, et l'association des deux ne peut être que positive. Donc ce plaidoyer est fait pour que ceux qui ne font pas l'échographie commencent à le faire, et ceux qui le font, qu'ils en fassent plus. Donc comme on l'a dit, l'échographie va permettre le diagnostic positif, va participer, va aider au diagnostic positif, d'épanchement ou de lésion avec une sensibilité, une spécificité assez élevée. Elle va permettre de faire le suivi d'épanchements pleuraux, liquidiens et aériques. Et elle permettra surtout de faire des guidages de gestes diagnostiques et thérapeutiques de lésions pleurales suspectes. Donc, on va voir d'abord les principes de base de l'échographie. On va voir comment on réalise l'échographie, quels appareils et comment on va la réaliser pratiquement. On va voir l'anatomie échographique de base, la coupe de base, pour pouvoir voir les artefacts ensuite et développer la sémiologie échographique normale d'abord et pathologique par la suite, avant de voir l'utilité de l'échographie dans l'éco-guidage des gestes diagnostiques et thérapeutiques. Donc on commence par les principes de l'échographie, c'est le chapitre le plus difficile, il faut un petit peu être concentré, mais qui est intéressant par la suite, qui a une rentabilité dans la pratique quotidienne. Donc le principe de l'échographie, c'est une propagation de l'onde ultrasonore. C'est une onde ultrasonore qu'on va émettre à partir de notre sonde, qui va se propager dans les milieux de l'organisme qui sont en regard. Et cette onde va subir des réfractions qui vont donc faire que l'onde va se diviser, se revenir vers la sonde. Et ce retour d'écho va permettre de former l'image. On dit que c'est une imagerie d'interface. Pourquoi? Parce que les milieux de l'organisme sont de constitution physique différente, subtilement différente. Et ceci va conférer à chaque tissu une particularité, une impédance. L'impédance, c'est la particularité physique qui va moduler la vitesse de l'onde ultrasonore dans ce tissu. Et c'est très important donc à connaître parce que ça va moduler la transmission de cette onde ultrasonore. Par exemple, entre tissu mou et l'air, la transmission de l'onde ultrasonore est bloquée et stoppée à 99%. Parce qu'il y a une très grande différence d'impédance entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser le gel de contact. Entre tissu mou et l'os, le passage d'onde ultrasonore, l'efficacité de notre onde ultrasonore est d'à peu près 40%. Entre tissu mou, ou plutôt la perte, entre tissu mou et tissu mou, on note que la perte est de 2%. C'est pour ça que l'échographie est plutôt très utile pour l'exploration des tissus mous, et un petit peu moins utile pour l'exploration de l'os ou bien de structures pulmonaires qui est pleine d'air. Mais comme on va le voir, il y a quand même des signes sémiologiques qu'on va pouvoir exploiter. Il y a aussi la notion de champ de vue, qui est donc l'ensemble de l'espace qu'on va pouvoir exploiter. Et ce champ de vue, il est fait, on peut décomposer notre onde ultrasonore en plusieurs faisceaux. Ça peut être un champ de vue linéaire, ça peut être un champ de vue plutôt convexe, en fonction de la configuration de la sonde qu'on va utiliser. Alors, comment il faut imaginer ce champ de vue? Comment il faut imaginer cette onde ultrasonore? Il faut l'imaginer en réalité comme une spatule, comme une lame, qu'on va faire pénétrer dans l'organe.
Et cette spatule, ce qui est accolé à sa face, c'est ce qu'on voit sur l'écran. Donc c'est un appareil à couper, en fait. C'est une imagerie en coupe, comme le scanner, sauf qu'on a la liberté d'adapter la coupe, d'adapter l'obliquité en fonction de l'organe qu'on va explorer. Alors pour l'appareillage et la réalisation pratique, on dispose de plusieurs types de sondes. On a d'abord des sondes linéaires à haute fréquence. On va voir que la fréquence est quelque chose de très important. On a des sondes qui sont curvilignes, qu'on appelle communément des sondes profondes, versus des sondes superficielles ici. Et on a des sondes phased array qui sont plutôt utilisées en cardiologie. Alors, quelle est la différence entre ces sondes? D'abord, la forme qu'on a vue. On voit aussi l'épaisseur de la sonde. Et vous pouvez déduire pratiquement que pour une sonde linéaire, pour cette épaisseur, donc elle va explorer cette épaisseur donnée dans l'organe. Et donc, la sommation de l'image, elle va explorer que cette partie. Alors que dans une sonde profonde, tout l'ensemble de ce secteur va former une seule image 2D. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande sommation. Conclusion pratique, ça veut dire que pour une biopsie ou pour un guidage, une sonde linéaire est toujours un petit peu plus précise qu'une sonde profonde. Pour la sonde phased array, on voit que l'empreinte ou le pas est plus petit, c'est-à-dire la surface qu'on va appliquer sur la surface du corps est plus petite. Et donc ça va servir pour des zones anatomiques qui sont exiguës. On a des contraintes, par exemple, quand on a de l'os, quand on a des configurations anatomiques complexes, on ne peut pas faire pénétrer notre onde ultrasonore. Cette sonde va nous permettre donc de choisir des fenêtres adaptées. Alors, j'ai parlé de fréquence. Il faut savoir que plus la fréquence est élevée, plus la fréquence de l'onde ultrasonore est élevée, moins la distance qu'elle va parcourir est grande. Et moins la fréquence est élevée, plus on va pouvoir parcourir plus de distance. Et c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, pour des sondes linéaires, la pénétration, c'est-à-dire la capacité de l'onde ultrasonore à atteindre des zones éloignées dans la configuration anatomique, est basse. Alors que pour une sonde curviligne ou phased array, la pénétration est plus élevée au prix d'une diminution de la résolution. Donc en gros, on a des sondes linéaires, superficielles, pour tout ce qui est superficiel, et des sondes profondes pour tout ce qui est un petit peu plus profond. Donc voici un exemple d'image donnée par chaque sonde. Pour la sonde linéaire, on a un champ de vue qui est linéaire, qu'on peut étendre par des artifices informatiques, mais l'image de base est linéaire. Pour des sondes curvilignes, l'image est plutôt losangique, et c'est une sommation d'images un peu plus grande. Et puis pour la sonde phased array, on voit que le point d'entrée est très petit, et pourtant, ça nous permet d'avoir une exploration profonde. Et c'est surtout utilisé pour les cardiologues. En termes pratiques, quand on tient la sonde, chaque sonde a un repère. On a dit que c'est une spatule, et on va pouvoir couper les organes, mais il faut être repéré dans l'espace. Notre repère, c'est ce point, c'est cette petite barre. Fait que ça dépend du constructeur, mais on a toujours un repère. Et ce repère correspond dans l'écran à ce petit point. Il y a toujours dans l'écran, dans l'échographe, un petit point qui nous permet de nous repérer. Tout échographe est doté de boutons, d'outils de contrôle, d'instruments de contrôle. Ça dépend du constructeur. Mais parmi Juste petite remarque concernant le repère, faites attention. Alors, il faut toujours positionner le repère sur la droite de votre patient. Et tout ce qu'on voit sur la droite de l'écran correspond à la gauche du patient. D'accord? Alors, il faut faire attention à l'orientation de votre repère. Quand on est sur une coupe axiale ou transversale, il faut mettre le repère à droite du patient. D'accord? Et il faut, si on veut faire une coupe longitudinale, d'accord, ou une coupe sagittale, il faut le repère, il faut le positionner vers la tête du patient. Et tout ce qui est
à votre gauche, c'est supérieur. C'est-à-dire que sur l'image, s'il s'agit d'une coupe longitudinale, tout ce qui est à votre gauche, c'est la tête du patient, c'est le supérieur. Et tout ce qui est à votre droite, c'est en caudale. C'est, voilà, les pieds. C'est inférieur. Par contre, sur une coupe axiale, il faut positionner le repère à droite de votre patient. Et l'image que vous avez sur l'écran, c'est en quelque sorte, c'est l'inverse. Tout ce qui est à votre gauche, c'est la droite du patient. Et tout ce qui est à votre droite, c'est la gauche du patient. C'est très important l'orientation pour bien se positionner dans l'espace, on veut dire. Donc, pour les outils aux instruments de contrôle de l'échographe, on va retrouver principalement donc, un bouton pour la fréquence qu'on pourra moduler donc, au sein une même sonde. On dirait qu'une sonde de haute fréquence, mais on a quand même une marge. Là, par exemple, pour la sonde de haute fréquence, 10 à 15 MHz, plus là, on a une lésion superficielle, plus on aura tendance à adapter la fréquence et à diminuer la fréquence pour avoir un maximum de résolution sur la partie superficielle. On a le bouton de choix de la sonde. On a le bouton du focus. Le focus, c'est quelque chose d'assez important. Ça permet de focaliser le faisceau ultrasonore sur une lésion cible. C'est-à-dire quand on a une anomalie à ce niveau, on va plutôt faire déplacer cette molette de façon à ce que ce petit triangle soit en regard de l'anomalie explorée. Et il faut toujours chercher sur votre machine, parce qu'actuellement, les nouvelles machines, il n'y a pas de focus. Ça se fait de façon automatique. Et il y a des machines qui sont dotées de plusieurs focus, pas un seul. Alors toujours, la petite flèche à votre droite, il faut toujours la positionner sur la zone d'intérêt, parce que c'est là où on a la meilleure analyse de l'image, le meilleur, on va dire, résolution. La meilleure résolution, c'est à hauteur de cette flèche. Il faut du coup la positionner sur la zone d'intérêt. Donc ensuite, on a d'autres boutons, mais les plus importants, c'est le bouton B. Ça va nous permettre d'adapter le gain. Le gain, en principe, on va le voir par la suite. C'est un peu la couleur. C'est un peu la couleur de l'image qu'on va voir. Et on voit avec un gain qui est faible, que l'image est obscurcie, qu'on a moins de détails, qu'avec un gain élevé, on a tellement de détails que ça diminue la résolution, ça diminue l'exploitabilité de l'image. Et puis, avec un gain correct, on voit que le contraste tissulaire est vraiment meilleur. Donc, je reviens. Donc, on a le bouton de profondeur. Alors, la profondeur, ça va nous permettre d'élargir, en termes de profondeur, le champ de vue. Soit on va s'arrêter, par exemple, à ce niveau pour une exploration superficielle, soit on va descendre encore plus profond. Il faut toujours, bien sûr, adapter en fonction de la lésion qu'on va explorer. Alors, le freeze, c'est pour pouvoir bloquer, figer les images, mais aussi pour pouvoir économiser les éléments piézoélectriques dans la sonde. Donc, c'est très important de freezer à chaque fois. Alors, pour chaque échographe, donc, quand on choisit la sonde, il y a des pré-réglages. C'est quelque chose d'assez important. Il faut voir avec le constructeur quel pré-réglage il va vous apporter. Ça va permettre d'améliorer l'image. C'est des applications de filtres informatiques qui sont adaptées en fonction de la région anatomique. Donc il faut choisir le pré-réglage adapté. Ensuite, on va voir quels sont les mouvements de base en échographie qu'on peut effectuer par une sonde. Alors d'abord, on peut faire bouger la sonde sur un plan bidimensionnel, soit vers la droite et la gauche, vers le haut et vers le bas. C'est le mouvement le plus basique. Après, on a le tilting, c'est-à-dire qu'on va anguler notre sonde. Et ça va être utile, par exemple, sous une côte. On a un blocage, on n'arrive pas à voir ce qui se passe derrière la côte. Eh bien, on va sous la côte et on va anguler notre sonde pour pouvoir voir ce qui se passe en dessous. Il y a aussi la rotation, et ça va servir plutôt pour se mettre dans l'axe d'un organe. Dans notre cas, c'est dans l'espace intercostal que ça va être utile. Donc, parfois, on est obligé donc, de mettre la sonde dans le plan de l'espace intercostal pour pouvoir apprécier au mieux le contenu thoracique.
Et puis on a le rocking, on va voir à quoi ça sert. C'est plutôt une compression asymétrique sur la sonde, une compression axiale asymétrique sur la sonde, et on va voir à quoi ça va être utile. Alors voici une vidéo qui résume les différents... Je ne sais pas si ça va marcher. Alors ici c'est le mouvement de base, c'est-à-dire qu'on va glisser, soit de droite à gauche, soit en haut, en bas. Ça c'est l'angulation, tilting. Ça va être utile sous l'os. Là, c'est la rotation. On se met, par exemple, dans ce cas, dans l'axe d'un vaisseau. Et la compression asymétrique, rocking. Puis on peut aussi comprimer ici dans un contexte vasculaire, pour voir la compressibilité, par exemple, des veines et des artères. Alors, on a parlé de profondeur. Donc la profondeur peut être estimée soit en mesurant, donc on va mesurer, soit on a toujours en temps réel donc, une petite réglette qui nous permet de voir l'étendue de notre champ. Le gain, on l'a vu. Alors, il y a une notion de gain linéaire, c'est de moins en moins disponible de cette sorte. Le plus souvent, c'est informatiquement réglé, mais ça permet d'augmenter ou de diminuer le gain dans une ligne donnée. Donc ça peut être utile dans des configurations anatomiques complexes où on n'arrive pas à explorer une zone profonde, une zone particulière, où c'est des subtilités pour pouvoir améliorer la qualité de l'image. Alors avant de passer aux artefacts, on va voir d'abord une coupe anatomique de base pour pouvoir se repérer d'abord. Alors la coupe anatomique de base, c'est celle-ci. Elle est prise dans un sens longitudinal sur la ligne axillaire et elle va permettre de montrer d'abord notre premier repère qui sont les côtes. Donc la côte sous-jacente et la côte sous-jacente. On voit notre repère à ce niveau. On a bien sûr mis notre repère en haut. Et entre les côtes, on voit disposer les muscles intercostaux. En superficie, les parties molles, la peau, c'est de la graisse. Et en dedans des muscles intercostaux, on voit cette ligne, c'est la ligne pleurale. Et tout ce qui est en dessous, c'est le parenchyme pulmonaire. Alors le principal artefact, c'est un artefact qui fait partie de la sémiologie normale, c'est l'artefact de réverbération. Et il correspond à ces lignes qu'on va appeler les lignes A, qui sont des lignes un petit peu répétées dans le parenchyme ou dans l'espace pulmonaire. Donc on voit que notre ligne pleurale est là, et pourtant on voit d'autres lignes, donc plus en dessous. Cet artefact, il correspond en fait à un problème d'interface. En réalité, on a plusieurs interfaces à traverser au niveau du champ thoracique. Le faisceau ultrasonore arrive à la première interface, il se divise en une partie qui va continuer son trajet, une autre partie qui revient vers la centre et qui va nous donner un signal linéaire qui va rendre compte de cette première interface. Il continue son trajet et il retrouve une deuxième interface où il se divise à nouveau. Et c'est là qu'il va donner un autre écho, une autre partie qui revient, sauf que quand elle retourne, au lieu d'aller directement vers la centre, elle va se diviser à nouveau, au niveau de l'interface, la première interface, et ainsi de suite. Et ceci va aboutir à la formation de ces lignes qui ne sont pas des composantes anatomiques réelles, ce n'est pas des structures anatomiques, c'est juste le fait que l'onde ultrasonore est piégée entre deux interfaces et qu'il est en train de donner des fausses images linéaires à des distances qui se rapprochent. La solution, c'est d'utiliser le mode harmonique. De plus en plus d'échographes proposent cette capacité ou cette possibilité. C'est juste un clic, il faut cliquer sur le mode harmonique, ou de diminuer notre gain, si ça nous dérange. Deuxième artefact, c'est les lignes B. C'est un phénomène physique qui est plutôt complexe, et c'est une ligne verticale en laser
qui ne change pas d'épaisseur le long de son trajet, qui va relier la ligne pleurale à l'aspect le plus profond de notre champ d'exploration sans qu'elle ne soit atténuée, c'est-à-dire sans que l'image ne diminue en termes d'intensité, en termes de couleur. Donc elle est blanche sur tout son long. Et ça va plutôt traduire une anomalie du lobule secondaire et va correspondre anatomopathologiquement soit à une surcharge liquidienne interstitielle, à une pathologie infiltrative ou à de la fibrose. Et c'est encore un artefact qu'on va utiliser cliniquement. La solution, si ça nous dérange, c'est d'utiliser encore une fois le mode harmonique et d'augmenter le gain. Alors cet artefact est différencié de l'artefact qui est spontanément présent au niveau de la sonde. Ici la sonde, donc spontanément, oui, elle est défectueuse, on note des artefacts linéaires. Il y a aussi l'artefact en miroir, et c'est un défaut, c'est une anomalie de la projection ou de la direction du faisceau ultrasonore. Par exemple, on a une anomalie sous-diaphragmatique à ce niveau, avec le rein. Pour la sonde qui est dirigée donc, à ce niveau, il est en train d'interpréter que son faisceau ultrasonore, il se dirige à ce niveau. Sauf que malheureusement, on a encore une interface puissante qui est le diaphragme, et qui modifie le trajet du faisceau, sauf que la sonde ne le sait pas. Et donc, quand l'écho revient vers la sonde interprète que la lésion est à ce niveau. Et ça peut fausser l'image, par exemple ici une vésicule biliaire qui donne un aspect, un piège d'épanchement pleural. Et là, c'est vraiment les coupes au niveau de l'hippocampe droit. On regarde du foie, d'accord? Lorsqu'on aborde le diaphragme par sa face inférieure. C'est là où on a le plus souvent cet artefact-là. Et on a l'impression, si on a une lésion au niveau du foie, qu'on a une autre en intra. On n'entend pas si vous voulez. D'accord. Alors j'ai dit que c'est essentiellement sur les coupes au niveau de l'hippocampe droit qu'on a cet artefact-là, parce que le diaphragme a cette capacité de jouer le rôle d'un miroir. D'accord? Alors si on a une lésion au niveau du foie, ou même une structure anatomique tout à fait normale, on va avoir l'impression qu'on a également une lésion en intrathoracique, alors que ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je fais une coupe en abordant le diaphragme par sa face inférieure, mais il faut s'assurer en déplaçant la sonde au-dessus du diaphragme et voir est-ce que j'arrive quand même à voir la lésion ou bien faire plusieurs manœuvres ou changer d'inclinaison ou tout simplement voir est-ce que j'ai pas la même chose ou la même lésion en intra-abdominal ayant le même aspect et la même distance du diaphragme. D'accord? Alors c'est une image piège pour des lésions intrathoraciques qui n'existent pas en réalité. D'accord? Alors, un autre artefact, c'est le renforcement postérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une onde ultrasonore va traverser un milieu qui est liquidien, qui est de caractéristiques physiques facilitatrices pour l'onde ultrasonore, eh bien, ça va permettre de renforcer cette onde au-delà de cet obstacle. Exemple, ici, c'est un kyste hépatique qui est de nature liquidienne, qui est plus facilitateur pour l'onde ultrasonore que le tissu hépatique avoisinant. Eh bien, à ce niveau, l'onde va accélérer et on aura un renforcement donc, sous cette lésion, et ce n'est pas à confondre avec une lésion. Le contraire, c'est le cône d'ombre, c'est-à-dire quand on a une structure qui va absorber les ondes ultrasonores, eh bien, on n'aura pas d'image au-delà. Ça affaiblit l'onde ultrasonore et on n'arrive pas à explorer donc au-delà. Ici, c'est l'exemple de l'emphysème au niveau du plan sous-cutané. Il y a des bulles d'air, donc ça ressemble à l'air au niveau du poumon, et ça exerce des cônes d'ombre au-delà. Et là, c'est l'exemple d'une plaque pleurale calcifiée qui exerce des cônes d'ombre donc en dessous. Il y a aussi un artefact qui est le queue de comète. Ici, c'est plutôt en traumatologie que ça va être utile. Par exemple, ici, c'est une côte. On voit donc la corticale osseuse d'une côte, et ça peut être le seul signe d'une petite fracture costale. Il y a aussi donc, des artefacts de dénaturation de l'image qui sont dus en fait, à la vitesse de propagation différente dans ces milieux. Par exemple, ici, la propagation dans le cartilage elle est supérieure à celle des parties molles.
Et ça va nous donner un aspect déformé de la plèvre. On regarde des cartilages chondrocostaux, mais en réalité, il n'est pas déformé. C'est une fausse image. Et on prend l'explication ici au niveau abdominal, avec les deux muscles droits. Pour la sonde, son faisceau il est divergent, sauf qu'elle ne sait pas qu'au niveau de ce muscle, le faisceau ultrasonore a changé de forme et s'est dirigé plutôt vers le dedans. Donc, lorsque les ondes vont revenir, elle va les représenter donc comme si le faisceau était encore divergent. Ça va nous donner des fausses images à ce niveau de déformation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, on peut avoir cet aspect, ce n'est pas un aspect anormal. Donc, voilà pour la partie la plus compliquée. On arrive à la sémiologie pleurale normale. Alors, ce qu'il faut retenir, j'installe mon patient, je mets du gel, je choisis le protocole, si on peut dire, par exemple sonde linéaire ou sonde superficielle, avec le protocole déjà préétabli sur votre échographe. Je positionne ma sonde. La première chose, je fais attention à l'orientation de la sonde. Le petit repère sur les coupes axiales à droite du patient, sur les coupes longitudinales vers la tête, en haut, d'accord? Tout en faisant attention à l'orientation sur mes images. Tout ce qui est sur une coupe axiale, tout ce qui est à ma droite, c'est la gauche du patient, et inversement. Sur les coupes longitudinales, tout ce qui est à ma gauche, c'est supérieur. Tout ce qui est à ma droite, c'est inférieur. Alors voilà, l'orientation. Par la suite, le gain. J'essaie de régler le gain de façon à avoir une bonne définition des images. Par la suite, la profondeur, ça ne sert à rien d'avoir un important champ d'exploration alors que ma cible est située juste sur le tiers supérieur de mon écran. Donc, il faut diminuer, augmenter la profondeur en fonction de la zone d'intérêt. D'accord? Et je fais attention à bien positionner ma focale, c'est la petite flèche à droite de votre écran, à votre droite, sur la zone d'intérêt. Et je commence mon examen. Et on a vu l'aspect normal, c'est l'aspect que vient de nous expliquer, avec les deux côtes condambre postérieure. Entre les deux, on a la ligne hyperéchogène, c'est ce qu'on appelle la ligne pleurale. Et vous avez au-dessous les lignes A, c'est des lignes de répétition, d'accord? On a la ligne, tu peux mettre s'il te plaît? Oui. On a la ligne pleurale hyperéchogène, puis on a des échos de répétition qui vont se faire de façon répétée à distance égale. Ça, c'est les lignes A, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que mon parenchyme est normal. On a les lignes B, c'est des lignes hyperéchogènes très fines qui ne s'atténuent pas, qu'on arrive à voir jusqu'à la profondeur de l'image. C'est tout à fait normal, à condition qu'il ne dépasse pas 3 à peu près par espace intercostal. Sinon, c'est le signe d'une atteinte, plus souvent interstitielle, d'accord? Et je commence à faire mon balayage, d'accord? Ça, c'est le normal. Puis par la suite, il faut aller chercher le pathologique. Et pour notre présentation d'aujourd'hui, on va essentiellement s'intéresser à la plèvre et aux épanchements pleuraux. Donc, comme a dit mon maître, la ligne pleurale, on vient de la voir. Donc, c'est cette interface donc, qui est disposée entre le plan musculaire et le poumon, et plus en profondeur. La ligne pleurale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la plèvre pariétale et la plèvre viscérale accolée. D'accord? Exactement. C'est-à-dire que j'ai du parenchyme pulmonaire qui est bien aéré, qui est bien au contact de la paroi. C'est ça la signification de la ligne pleurale. Tant que j'ai une bonne ligne pleurale, bien visible et fine, ça veut dire que j'ai du poumon plaqué contre la paroi et qui est normalement aéré. D'accord? Donc, voici un exemple du second signe. Donc, voilà, alors là, j'ai l'aspect de chauve-souris, normalement qu'on dit avec le corps et les ailes, d'accord, correspondant la côte avec condom postérieur, côte condom postérieur. Entre les deux, j'ai la ligne pleurale. Et là, comme on a dit, l'avantage de l'échographie, c'est que c'est un examen dynamique, d'accord? Là, j'ai mis, c'est une coupe longitudinale, c'est comme ça, d'accord? C'est-à-dire que la sonde, elle est comme ça.
D'accord? C'est pas parallèle aux espaces intercostaux, non, c'est perpendiculaire aux espaces intercostaux et aux côtes pour avoir cette image-là. Et on demande aux patients de respirer normalement. Et là, on va voir ce glissement. D'accord? C'est un autre signe sémiologique normalement à chercher chaque fois qu'on réalise une échographie thoracique. Alors, ligne 1, on les a vues. Ensuite, on a les lignes Z, qui sont des lignes verticales de 1 à 3 cm, qui ne bougent pas avec le glissement, qui peuvent coexister avec les lignes A. Alors, on passe à la sémiologie pathologique. Oui. Pardon, pour le glissement pleural, Oui. quand on met le malade en apnée, on a le pouls pulmonaire, c'est ça? Exactement, oui. Alors, normalement, il est souhaitable de voir, si vous lisez un peu sur, si vous cherchez des articles, vous lisez un peu sur l'échographie thoracique, généralement on réalise et le mode B et le mode M. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le mode M? Parce que là, ça nous permet de chercher plusieurs signes. Il y a le glissement, il y a le pouls, également le pouls, il y a qu'on arrive également à voir, à mieux voir sur le mode M. Alors le mode M, c'est quoi? C'est que un seul faisceau ultrasonore. C'est pas une seule ligne, si on peut dire, c'est pas plusieurs lignes, d'accord? Du coup, elle explore la mobilité sur la section point par point. C'est-à-dire, je vais voir, j'ai par exemple une ligne composée de plusieurs points, et je vais analyser par le mode M la mobilité de chaque point. S'il est immobile, ça va nous donner une ligne. Si c'est mobile, ça va nous donner en quelque sorte une sorte de pic en fonction du type de mouvement, la respiration ou bien le pouls pleural, parce que il y a la masse cardiaque, j'ai les battements cardiaques, j'ai les gros vaisseaux au niveau du médiastin, et on a la transmission de ces battements à travers le parenchyme pulmonaire jusqu'à la plèvre qui va me donner en quelque sorte des pics, d'accord, qui sont synchrones avec les battements cardiaques. On le voit mieux sur le mode M, pas vraiment sur le mode P. Ça, c'est le mode P. C'est l'appareillage qui va définir, ou bien c'est à voir? C'est un mode. En fait, c'est un mode à sélectionner. Sur l'échographe, on a plusieurs modes. Je reviens vers le... Sur l'échographe, on a plusieurs modes. On a le mode B, c'est ce que vous connaissez, codé en noir et blanc, avec les différents degrés de gris entre les deux. Et on a le mode M, c'est le mode qu'on utilise. On n'utilise pas maintenant beaucoup, peut-être pour l'échographie thoracique, peut-être également pour les battements cardiaques chez le fœtus. On essaie au minimum d'utiliser le Doppler parce que c'est des énergies qui sont un peu élevées, du coup on ne sait pas. On évite quand même d'utiliser le mode couleur et le mode pulsé, on utilise le mode M. C'est un mode qui nous donne une ligne qui permet d'étudier point par point la mobilité de chaque point. Et à partir de cette mobilité-là, de ce point-là, je vais déduire, par exemple, la fréquence cardiaque chez un fœtus. Je vais pouvoir visualiser, par exemple, le pouls pleural. Je vais également pouvoir utiliser et voir, je pense qu'il va en parler en cas d'épanchement pleural, la mobilité, exactement. Voilà, on va la voir par la suite. On a également le mode Doppler, avec le Doppler énergie, le Doppler pulsé, le Doppler couleur. C'est sur la même machine, mais on a la possibilité de modifier le codage de ce que j'ai, le codage de la pathologie ou de l'organe, sa configuration sur l'image change en fonction du mode utilisé. D'accord? Donc là, non, je pense pas que j'ai mis. Je pense pas que j'ai mis. Non, d'accord, c'est bon. Je vais essayer, je l'ai sur une présentation, je vais vous le montrer par la suite pour le mode M. Donc on revient à la sémiologie pleurale normale. Donc on a vu la ligne pleurale, maintenant on la connaît. On a vu le glissement pulmonaire qui est un élément capital. Les lignes A qu'on a vues au départ et les lignes Z qui peuvent coexister. Ensuite, on est arrivé à la sémiologie. Vous pouvez bien préciser Oui. les lignes Z, parce qu'on n'arrive pas à bien les matérialiser, s'il ouais. vous plaît. Alors c'est des lignes qui sont verticales, qui, à la différence, donc des lignes B, c'est des lignes qui ne dépassent pas 3 cm.
qui ne bougent pas avec le glissement pulmonaire et qui peuvent coexister avec les lignes A. Donc c'est à différencier des lignes B, qui sont profondes et mobiles. Donc le problème, c'est un problème diagnostique différentiel avec les lignes B. Alors les lignes Z, elles sont plus larges que les lignes B, d'accord? Elles s'atténuent en profondeur, alors que les lignes B, on les voit sur la totalité de l'image, d'accord? Et elles n'effacent pas les lignes A, alors que les lignes B, elles effacent les lignes A. C'est ça la différence. Et comme je vous ai dit, les lignes B, on peut accepter 2, 3 par espace intercostal, mais pas plus. Plus que ça, ça veut dire que j'ai un parenchyme pulmonaire qui est pathologique. Et quelle est la signification de ces lignes Z? C'est l'infiltrat interstitiel, ça peut être de l'œdème. En normal. En normal, c'est des phénomènes physiques complexes. Il n'y a pas d'explication claire pourquoi ils se forment. Mais c'est leur surnombre qui va témoigner d'une atteinte parenchymateuse. C'est plutôt parenchymateuse que pleurale. Ouais. Oui, interstitiel. On le voit dans l'emphysème, je pense. Hein. Les lignes Z. L'emphysème paraceptal, non? L'emphysème paraceptal. Paraceptal. Je pense pas. Il me semble. Peut-être que... Je suis pas sûr. Pour l'emphysème. Donc pour l'épanchement pleural, c'est assez simple. Je pense que l'ensemble des présents ont déjà vu un épanchement pleural en échographie. C'est une plage hypoéchogène. Donc on retrouve notre diaphragme à ce niveau, du contenu alimentaire au sein de l'estomac, et cette plage hypoéchogène qui refoule la ligne pleurale en dedans. On ne retrouve plus notre ligne pleurale. C'est une plage qui peut donc renforcer. On a dit qu'il y a des artefacts de renforcement, et puisque c'est liquidien, ça va renforcer notre faisceau ultrasonore. Alors si on a un poumon sous-jacent qui est normal, on n'aura pas de renforcement postérieur. Par contre, si on a un poumon qui est anormal, on aura donc un aspect du poumon qui est trop blanc par rapport à la normale. Et cette sémiologie de base, elle est similaire quelle que soit la nature de l'épanchement. C'est-à-dire que ça ne préjuge pas de l'étiologie de l'épanchement. Alors, la capacité de l'échographie pour rechercher des petits épanchements. Ça s'est amélioré au fur du temps. Actuellement, on arrive à voir quasiment tous les épanchements, aussi minimes qu'ils soient. Pour s'aider, on peut aussi donc, utiliser donc, le mode Doppler ou le mode M, mais aussi utiliser la position assise qui va permettre de regrouper le peu de liquide qui existe au niveau des cul-de-sac, et on va les cibler par la suite. Pardon, ce propos, il faut séparer. Est-ce que devant un épanchement, avant, donc c'est la règle, avant de ponctionner, il faut faire une échographie d'abord. Soit je dispose de la fesse, sinon je demande à un collègue radiologue. Est-ce qu'il y a-t-il lieu de demander la faire en position assise, ou bien ça va de soi? Si c'est pour faire un repérage, idéalement, il faut positionner les patients dans la même position que pour réaliser une ponction. L'idéal, c'est radiologue et pneumologue la même salle. C'est-à-dire que le pneumologue, il positionne son patient pour réaliser le geste. Le radiologue, il fait le balayage et il fait le repère du patient sans que le patient bouge. D'accord? Comme ça, on va augmenter au maximum les chances de tomber sur l'épanchement. Sinon, si le patient réalise l'échographie sur un autre service, dans une autre structure, il faut le positionner la même position qu'utilise le pneumologue pour réaliser la ponction. Donc, autrement dit, pas lieu de mentionner en position, donc ça veut de soi. Généralement, c'est ce qu'on fait nous au service. C'est la position exactement assise, dos courbé. Pas la peine de demander à un collègue radiologue, faites ça, ça veut de soi, il va la faire. Repérage pour ponction pleurale. Généralement, c'est la position qu'on utilise pour position assise, dos courbé, qu'on utilise pour repérer l'épanchement. Voici un exemple d'un épanchement de petit volume. On note qu'il y a donc cette plage hypoéchogène. Voici notre diaphragme. Voici le foie. Et voici le poumon. Sauf que ça, à ce niveau, le poumon est anormal. Donc on voit que
le poumon normal, c'est ça, et qu'il y a une partie qui est soit atelectasiée, soit condensée à ce niveau. C'est ce qu'on appelle une hépatisation du parenchyme pulmonaire. Comme vous voyez, il a à peu près la même écogénéicité que le foie, situé juste au-dessous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout simplement des alvéoles qui sont plus bien aérés. Ouais. Ça peut être collapsus, ça peut être un foyer de condensation. Vous avez là la limite. Vous avez vu sa limite déchiquetée? Voilà, exactement. La limite déchiquetée et régulière qui marque la limite entre le parenchyme aéré et le parenchyme non aéré. Et quand vous voyez là, oui? Pleural, exactement. Parce que là, c'est un épanchement pleural de faible abondance. C'est peu probable que ça soit un collapsus, juste un collapsus sous-jacent. Non, c'est beaucoup plus important qu'un simple collapsus. Ça veut dire que c'est effectivement un foyer de condensation. C'est vraiment pathologique et non pas juste secondaire à la pleurésie. C'est plutôt la pleurésie qui est secondaire au foyer de condensation. Exactement. Et quand vous voyez, là, pour localiser un épanchement de faible abondance, soit mettre le patient en position assise, d'accord, ou demi-assise s'il est trop gêné, et voir chercher le cul-de-sac. Sinon, position couchée, et vous faites une coupe très basse en regard du foie, permettant de voir le cul-de-sac postérieur. Vous avez vu? Ça, c'est une coupe longitudinale en regard du foie. C'est comme ça. Les vertèbres à ce niveau. Comme ça. C'est pour ça que j'arrive à voir le foie. Alors, quand je vous ai dit, quand je fais une coupe longitudinale, tout ce qui est à ma gauche, c'est supérieur. Tout ce qui est à ma droite, c'est inférieur. C'est-à-dire que ça, foie, diaphragme, thorax. Le thorax, il est là, l'abdomen, il est là. Le foie, le diaphragme, très hyperéchogène, d'accord, le parenchyme pulmonaire pathologique et un épanchement pleural de faible abondance qui vient se positionner en position couchée en postérieur. Donc, on parle aussi d'écogénicité de l'épanchement. On peut dire que c'est un épanchement anéchogène, finement échogène, échogène. Anéchogène, c'est quand c'est parfaitement noir. Non anéchogène, c'est quand on a des... Il faut accélérer. Donc, il y a des corps corpusculaires et ça peut préjuger de la nature de l'épanchement. Voici encore, cette fois, un épanchement de grande abondance avec un vrai collapsus pulmonaire, voilà, diminution du volume du poumon. Voici un exemple donc, d'un épanchement pleural avec des septa fibreux, des cloisons. Effectivement. Voici un cas donc, où, à la radio, on a un poumon blanc. Et avec l'échographie, on pourra différencier ce qui est atelectasie vascularisée à ce niveau et ce qui est épanchement multicloisonné à ce niveau. Alors, la quantification, donc en échographie, donc l'évaluation est facile quand on a un épanchement qui est cloisonné, qui est limité dans l'espace. On pourra rapidement mesurer le volume. Par contre, ça devient difficile quand on a un épanchement qui est libre dans la cavité pleurale du fait de sa complexité anatomique. Et il y a plusieurs formules qui ont été émises pour pouvoir estimer ce volume, que ce soit subjectivement ou objectivement. Et la formule qui semble être la plus proche est celle-ci. Donc le volume est égal à x plus LDD, où x est égal à la longueur crânio-caudale, c'est-à-dire sur une coupe longitudinale comme ici, de l'épanchement, plus donc, la longueur entre le diaphragme et le poumon. Voici notre diaphragme à ce niveau. Voici notre poumon qu'on arrive à peine à voir à ce niveau. Et on va mesurer cette distance-là. Et cette formule va permettre donc d'estimer le volume pulmonaire. Sauf qu'en pratique, c'est une estimation subjective. Donc, quand on arrive à la pathologie pleurale maligne. Donc je passe sur la physiopathologie, vous la connaissez mieux que nous. Alors, ces épanchements sont riches en matériel corpusculaire suspendu et ça va nous donner un aspect finement échogène. On peut avoir aussi des septa fibrineux. Donc l'aspect finement échogène et les septa sont en faveur de la malignité sans être pour autant spécifiques. Alors voici un cas de mélanome métastatique au niveau de la plèvre et on note que l'épanchement est finement échogène, qui n'est pas totalement noir, qui n'est pas parfaitement noir. Et en plus, on a des formations à ce niveau et ça correspond à des cailloux sanguins.
La nodularité au sein de la plèvre est aussi un signe en faveur de la pathologie maligne. Et donc on note à ce niveau donc, notre épanchement avec des nodules pleuraux irréguliers accolés donc, sur la surface pleurale diaphragmatique. Voici un autre exemple de nodule pleural. C'est très suspect, d'autant plus que c'est sur la plèvre diaphragmatique. Bien sûr, sur une image dynamique, vous allez noter donc, la non-mobilité, la fixité. C'est aussi un critère. Pour les tumeurs pulmonaires, donc l'échographie, également vous connaissez l'apport qu'elle peut apporter donc, pour l'exploration, pour le repérage donc, des biopsies. Pour l'envahissement pariétal, donc on note à ce niveau notre ligne pleurale et que le processus est en train de dépasser vers l'espace intercostal et vers le plan cutané. Voici un exemple en scanner et en échographie donc d'un processus lobaire supérieur gauche qui envahit donc, le plan osseux, les intercostaux et, donc, et les parties molles adjacentes. Et voici donc, le corollaire en échographie. Donc on voit que le plan musculaire intercostal qui devrait se situer à ce niveau est envahi et ça va vers les parties molles superficielles. Donc, le dépassement de la ligne pleurale, la lise costale, c'est des éléments qui sont franchement en faveur d'un envahissement pariétal. Mais il y a également la disparition du glissement pleural. Par exemple, si vous avez une lésion qui présente un contact avec la paroi et qu'elle n'est plus mobile avec les mouvements respiratoires, là aussi c'est un signe en faveur d'un envahissement de la plèvre pariétale. Du coup, la lésion elle ne bouge plus avec le poumon. D'accord ? Déjà, même le signe, l'absence de glissement pleural, c'est un signe également qui nous permet de dire que ça commence à envahir la paroi. Alors, dans le spectre de la pathologie de mésothéliome et de l'asbestose, donc on peut avoir des épaississements pleuraux, irréguliers, nodulaires, massifs, des plaques pleurales, des atelectasies rondes et qui peuvent être vues en échographie. Voici donc un exemple d'une plaque pleurale à ce niveau avec les artefacts de Condambre. Et on voit que la ligne pleurale est déformée, refoulée vers la profondeur. Voici un autre exemple donc, d'un épaississement mamelonaire et qui se traduit en échographie par une plaque qui est hypoéchogène avec, encore une fois, Condambre, déformation de la ligne pleurale. Généralement, un épaississement qui est mamelonné, qui est irrégulier, qui dépasse les 10 mm, là, il faut déjà commencer à se poser la question sur l'origine maligne de l'épaississement. Ma question, c'est dans quelle mesure, c'est-à-dire une structure, je ne parle pas de structure universitaire, dans quelle mesure une structure ne disposant pas du scanner thoracique, c'est répondu, donc il se contente de la radiographie thoracique et l'échographie. Dans quelle mesure on pourrait dire cette patiente, il a une pathologie pleurale hautement, probablement maligne. Et d'emblée devait aborder par la biopsie pleurale, soit évidemment à l'aveugle. Et dans quelle mesure on pourrait prédire la malignité de cette lésion avec ces moyens. D'accord. Alors déjà l'échographie, il s'interprète dans un contexte. C'est sûr. Déjà c'est le contexte clinique, c'est les antécédents du patient, son état général, l'évolution des choses, s'il a déjà réalisé une ponction et tout. Et sur l'échographie, chaque fois qu'on est devant un épaississement qui est irrégulier, comme je viens de vous dire, que l'épaississement dépasse les 10 mm, lorsque elle s'associe à un épanchement pleural, par exemple épaississement diffus, irrégulier ou mamelonné s'associant à un épanchement pleural, alors que je n'ai pas une distension, au contraire j'ai une rétraction de l'émission pulmonaire, que ce soit sur la radio ou déjà sur le plan, déjà sur l'échographie avec un placement des espaces intercostaux, ça va nous faire par exemple suspecter un mésothéliome, d'accord? Si c'est une patiente suivie pour une néoplasie du sein, un malade suivi pour une néoplasie, et qu'il a un épanchement avec plusieurs nodules pulmonaires associés, là aussi je vais suspecter la malignité. Mais vraiment quelque chose de spécifique à 100% sur l'échographie, non, c'est quelque chose qui s'interprète dans un contexte exactement, plutôt que sur une seule image ou une seule coupe. En fait, ça peut être un outil de débrouillage clinique, c'est un adjoint clinique qu'on peut même avoir dans un cabinet de pneumologie. Ça permet d'orienter le diagnostic. Il faudra toujours un scanner par la suite pour pouvoir voir l'ensemble de l'étendue des lésions, voir
les lésions les plus accessibles. Mais pour le choix des lésions accessibles, il faut étudier sur scanner avant de passer à l'échographie. Donc c'est effectivement c'est le problème de certains de nous, donc le vie, c'est-à-dire parfois des malades qui sont traités comme étant des tuberculeuses, or ils ne sont pas tuberculeuses. C'est attention, c'est pour ça. Il y a un retard diagnostique. Oui, exactement. Donc voici un exemple de biopsie éco-guidée, donc d'une plaque. Alors pour l'éco-guidage, on arrive à la partie la plus pratique, donc de biopsie, de ponction, de drainage, voire d'injection. Donc il faut savoir qu'en général, l'échographie se prête aux lésions les plus périphériques, avec une traversée qui est parenchymateuse qui est quasi nulle. Ça se prête aussi pour les masses du médiastin antérieur et supérieur. Et pour les masses postérieures qui s'étendent latéralement, qu'on arrive à voir. Et surtout pour les lésions pleurales et pariétales par leur disposition anatomique. Alors la technique, il faut toujours un scanner pré-biopsie. Donc obligatoire pour avoir une vision globale et un choix éclairé de la technique. On peut avoir une biopsie dans l'axe de la sonde, et on va voir ce que c'est, une biopsie perpendiculaire à l'axe de la sonde, et on peut avoir aussi des biopsies avec guide. La position, c'est en fonction de la lésion. On va souvent mobiliser le patient plusieurs fois pour avoir donc, la position la plus facilement explorable et la plus confortable pour le patient, puisqu'il s'agit d'une biopsie ou d'un geste. La taille du trocard de biopsie entre 16 et 18 gauges, bien sûr l'anesthésie locale, et la sonde doit être parallèle à l'espace intercostal. Voici donc ce qu'on veut dire par une biopsie ou une ponction dans l'axe de la sonde. Ça veut dire que l'aiguille va pénétrer sur le bout latéral de la sonde et on va la visualiser comme suit. On va pouvoir visualiser dynamiquement sa progression au sein du tissu. Et puis il y a la ponction ou la biopsie donc, hors axe, c'est-à-dire qu'on va la mettre parallèlement à la sonde et on va avoir une image comme suit. Sauf que donc, au fur et à mesure qu'on progresse avec l'aiguille, selon l'obliquité qu'on a choisie, il faut aussi faire bouger la sonde pour pouvoir toujours explorer que la pointe de l'aiguille. En réalité, on n'explore qu'une partie de l'aiguille, il faut la suivre subtilement. C'est une technique qui est bien sûr plus complexe et qui nécessite un petit peu cours d'apprentissage. Pour voir notre aiguille, l'idéal, c'est d'avoir un faisceau qui est perpendiculaire par rapport à l'aiguille. Plus on a une obliquité donc, de l'aiguille, plus ça sera difficile donc, de voir. Et voici un exemple pour la même position d'aiguille. Donc une sonde qui n'est pas perpendiculaire, on n'arrive pas à voir notre aiguille. Et quand on fait le mouvement du rocking qu'on a vu tout à l'heure, une compression asymétrique sur la sonde, on arrive à très bien voir notre aiguille. Voici les outils qu'on utilise pour la biopsie, soit des trocars automatiques que vous connaissez, semi-automatiques. Puis quand on a des lésions mobiles, il faut toujours centrer donc, la partie centrale. Alors voici un exemple de la ponction de la biopsie dans l'axe et hors de l'axe. Donc dans l'axe, on voit la progression, ici il s'agit d'une ponction vasculaire, de l'aiguille jusqu'au niveau du vaisseau. Alors que hors de l'axe, on voit des artefacts, on voit une aiguille qui bouge, mais en réalité, il faut bouger la sonde avec, il faut suivre le déplacement de la pointe. On ne voit que la pointe. Et si on ne bouge pas notre sonde en parallèle, on n'arriverait pas à suivre. Donc, voici un autre exemple d'une aiguille dans le sens donc, de la sonde. Et il y a aussi donc, une technique moins accessible ici, c'est des guides qui sont préfabriqués pour des sondes échographiques et qui vont permettre de choisir une image fixe et d'y aller directement, sauf que ça ne nous donne pas la liberté de changer les trajectoires ou de changer le point d'entrée par la suite. Voici donc un exemple d'un processus pleural et pulmonaire avec une double biopsie, donc au niveau pleural et au niveau de la partie pulmonaire. En réalité, on peut faire aussi une biopsie à l'aveugle. On peut repérer notre lésion si elle est suffisamment accessible et suffisamment qu'on arrive à l'appréhender. On peut juste faire un repérage et y aller directement pour la biopsie.
Pour les ponctions, ça peut être à visée diagnostique ou thérapeutique. L'échographie, c'est bien connu, donc ça va permettre de diminuer le risque de complications, éviter les structures vasculaires et montrer surtout les cloisons. Donc voici la position idéale, c'est la position assise, mais bien sûr, il faut choisir il faut toujours personnaliser en fonction du patient, du contexte clinique. Et le matériel, vous le connaissez. Donc les étapes, on peut faire donc, le guidage échographique avant la ponction. On va guider, on va faire notre passage. On sait où se trouve notre épanchement. Puis on va mettre une marque et on va y aller directement. Maintenant, si c'est plus difficile, si on a une absence de liquide, c'est là où on peut aller avec une sonde en temps réel. Et là, donc, la technique avec hors plan, ça peut être d'une utilité. Dans l'épanchement pleural malin, je pense que vous pouvez prescrire des ponctions pleurales répétées. Donc, si on a une espérance de vie courte avec un risque de pneumothorax, d'hémorragie d'infection, vous connaissez ça, il ne faut pas dépasser le volume de 1,5 litre avec un scanner après chaque. Et on peut aussi utiliser cette échographie pour les injections intrapleurales. Donc, en mettant un cathéter flexible, effectuer un drainage et puis par la suite, on va soit mettre un traitement antitumoral ou du talc pour la pleurodèse. Ça peut être aussi utile pour les cathéters à demeure. Et voici ici un cas intéressant d'un épanchement cloisonné où on va cibler la cloison la plus volumineuse qui est à ce niveau. Et voici notre sonde qui progresse petit à petit jusqu'à atteindre la cloison la plus volumineuse. Et pour tester qu'on est bien au sein de la cloison, il y a une injection d'un petit peu de sérum salé qui va faire une effervescence au sein du contenu de la cloison pour être bien sûr qu'on y est. Alors ici, c'est juste un cas. On peut aussi injecter des thérapeutiques fibrinolytiques pour des épanchements qui sont fortement visqueux dans un contexte tumoral. Alors, en pré-théatoracoscopie, l'échographie permettra de rechercher des adhérences, de bien analyser le glissement pleural. Et la présence d'adhérence, le manque de glissement pleural, ça peut être une contre-indication à la thoracoscopie. Donc ça va permettre de diminuer les complications péropératoires. Alors pour les complications de ces gestes, ça peut être l'hémorragie, ça peut être aussi visualisé en échographie. Ici c'est un saignement, donc en direct, qu'on est en train de voir après une biopsie, après une ponction. Mais on peut avoir aussi le pneumothorax, donc on va le voir dans un exemple par la suite. L'infection par la suite, l'œdème pulmonaire. Les précautions qu'il faut prendre, c'est toujours un contexte, comme a dit Mme Gadier, l'état clinique, le PS, la fonction respiratoire et hémodynamique, l'hémostase. Il faut savoir que si on va faire un geste en écho-guidé, on n'a pas forcément les structures de réanimation, les structures à côté. Donc il faut être précautionneux de ce côté. Pour l'anticoagulation, ce qui est proposé pour la ponction pleurale, c'est un INR inférieur à 2, un compte de plaquettes supérieur à 50 000, avec une urée créate normale. Et puis, je vous mets ici quelques recommandations quant à l'arrêt ou surtout l'arrêt de thérapeutiques anticoagulantes. Ici, l'aspirine, qu'il ne faut pas forcément arrêter, sauf si on a une fonction rénale anormale, par exemple. Donc voici les différents anticoagulants. Et pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est plutôt controversé. En conclusion, Avant de conclure, vous voulez avoir votre avis. On parlait des épanchements pleuraux, donc a priori liquides. On parle maintenant des épanchements aériques. C'est vrai, c'était l'air, c'est la limite de l'échographie en thorax. Mais dans quelle mesure, parfois, on est dans cette situation, s'agit-il d'un pneumothorax massif? Est-ce qu'on est des bulles d'emphysème? Parfois, on est perplexe. C'est vrai, le scanner, on est plus à l'aise, la plupart du temps. Mais est-ce que l'échographie peut contribuer à faire la différence entre un épancement, un pneumothorax ou des bulles d'emphysème? C'est ma question. Normalement, un pneumothorax de faible abondance, même de faible abondance, l'échographie a l'avantage de pouvoir le visualiser. Essentiellement par l'absence du signe de glissement pleural. Je pense que j'ai déjà une image. Voilà.
Déjà pour vous montrer non, ça c'est l'épanchement. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Je pense que la vidéo reste dans notre PC. Alors pour visualiser un pneumothorax, même de faible abondance, c'est par l'absence du glissement pleural. On va avoir un artefact en queue de comète, en quelque sorte, mais le glissement avec la respiration, on ne le voit pas. C'est vraiment quelque chose d'immobile. Et on peut également le visualiser sur le mode M. Normalement, sur le mode M normal, on a ce qu'on appelle le signe de Kodabar qui va donner des lignes horizontales sur toute la longueur de l'image. Contrairement à l'image normale, on va avoir des lignes horizontales au niveau de la paroi, mais au niveau du parenchyme pulmonaire, c'est une sorte de scintillement, d'accord, réalisant comme l'aspect de sable avec le bord de la mer. C'est ça l'aspect normalement sur le mode M pour un poumon normal. Et lorsqu'on a le signe de Kodabar, ça veut dire que tous les points sont immobiles. C'est ça la signification de cette ligne horizontale. Ça veut dire que rien ne bouge. Mais pour l'emphysème, franchement, on n'a pas vraiment beaucoup d'expérience concernant l'emphysème parce que pour indiquer l'emphysème, l'échographie, l'exploration de l'emphysème, je pense... Notre président, je lui dis pourquoi. Donc on est arrivé à la fin. On est 26, à la fin. C'est bien pour l'emphysème. Oui. L'emphysème pulmonaire, même une bulle extrêmement géante, n'abolit pas le glissement pleural sur l'échographie. Ce qui abolit le glissement pleural, c'est le pneumothorax. Une bulle géante, quand elle est en face, le glissement pleural, on l'a. Donc c'est un élément de diagnostic, indépendamment de la clinique, parce que le pneumothorax, c'est un tableau aigu, il y a une douleur thoracique et une dyspnée. Donc ça, c'est un élément de distinction qui est quand même fondamental. Comment peut-on évaluer l'importance de l'épanchement pour pouvoir faire ou ne pas faire une ponction ou une biopsie? C'est un élément important en échographie. Parfois, on a juste une petite lame, parfois on est à la limite de la ponction. Généralement, une petite lame, il y en a qui disent 15 mm. Il y en a qui fixent une épaisseur de 15 mm. Inférieur à 15 mm, vaut mieux respecter. Au-delà de 15 mm, on peut fonctionner. Et pour une quantification, c'est effectivement sur les coupes que Orgy nous a montré, permettant de faire un calcul, d'avoir une estimation de l'importance de l'épanchement, mais ça c'est pour les épanchements de grande abondance. Généralement pour les épanchements de petite abondance, on n'arrive pas à faire ce calcul-là. Il y a une limite de 15 mm. Épaisseur de l'épanchement, c'est-à-dire entre la paroi et le parenchyme pulmonaire, si elle est inférieure à 15 mm, vaut mieux ne pas fonctionner. Au-delà de 15 mm, on peut fonctionner. Passer à la conclusion. Passer à la conclusion. On peut voir, c'est-à-dire dans le cadre dont on peut expliquer. Oui. Pour dire est-ce qu'on peut faire l'ablation du drain ou pas? Est-ce qu'il y a intérêt de faire l'échographie? Est-ce qu'on cherche le glissement? On arrive par exemple du glissement qui veut dire est-ce qu'on peut retirer le drain? D'accord. Alors, l'échographie, elle nous permet de dire qu'on a du pneumothorax. D'accord. On essaie de localiser
une zone de transition, un point où on a le pneumothorax et le parenchyme pulmonaire qui va faire une sorte de va-et-vient. D'accord? Et ça nous permet de, en quelque sorte, quantifier le pneumothorax, ce qui va nous permettre un peu de dire que même s'il n'y a pas retour, soit on a un retour complet de la paroi, c'est-à-dire que je vais avoir un glissement au niveau, c'est surtout au niveau du deuxième, troisième espace intercostal qu'on essaye de chercher le glissement. Si j'ai le glissement, ça veut dire que c'est bon, j'ai le retour du poumon à la paroi. Si j'ai encore l'absence de glissement, je dois, dans ce cas-là, passer à la deuxième étape et essayer de quantifier l'importance du pneumothorax. Et dans ce cas-là, je dois essayer de repérer ce point de transition où je vais avoir, j'ai ma sonde fixe sur un espace intercostal et avec les mouvements respiratoires, je vais soit de temps en temps sur l'expiration ou bien l'expiration, soit voir le glissement pleural qui va un peu disparaître, c'est-à-dire que j'ai le pneumothorax qui vient, puis par la suite, il y a avec l'expansion pulmonaire, il y a aussi le glissement pleural qui vient, permettant ainsi de, en quelque sorte, quantifier l'importance du pneumothorax et ainsi juger est-ce que je peux retirer ou non mon bras. Donc c'est surtout ça, soit le retour complet du poumon à la paroi, retour du glissement pleural, soit que j'ai un peu de pneumothorax et le quantifier dépend, comme je vous ai dit, de ce point de transition ou cette zone de passage entre poumon normal et pneumothorax. Donc en gros, l'échographie, c'est un adjoint clinique qui est de plus en plus indispensable dans tout cabinet. Faible coût, non irradiant, avec une richesse sémiologique comme vous l'avez vu. Ça permet un guidage précis des biopsies, des ponctions, surtout dans la pathologie périphérique et pleurale. Et sa maîtrise est de plus en plus indispensable pour la prise en charge de la pathologie maligne thoracique. Je vous remercie. Donc, à remercier le professeur Belgadir et le professeur Anas pour l'animation de cet atelier. Donc, je pense en tant que membre du bureau, comme quoi on va faire des ateliers en petits groupes interactifs au cours de l'année, auxquels on va initier les collègues. Donc, effectivement, c'est un groupe qui est hétérogène. Il y a certains qui manipulent des hélicos, d'autres non. Donc, comme ça, pour avancer avec le concours de l'équipe de service de radiologie de Consul. Donc, allez, donc la pause café, on reprend à 11h en plénière.